Bon, je me présente, je m'appelle Alexandre Fricker, je suis architecte d'infrastructure Big Data et Data Management, notamment sur la partie log processing au niveau de PSA. Donc PSA, c'est Peugeot, Citroën et DS maintenant. C'est pas dans le nom de la société, mais juste pour rappeler qu'on a trois marques maintenant. Donc je vous présente DS. DS. Peugeot, Citroën et DS. Bon, c'est pas dans le nom de la société, mais c'est nos trois marques et qui se développent, on va dire, worldwide. Voilà. Et donc là, je vais vous présenter un retour d'expérience sur l'introduction d'Elasticsearch à PSA et tous les usages qu'on en fait. Voilà. Donc pour revenir au début, qu'est-ce que c'est le log processing? Le log processing, dès l'apparition des premiers ordinateurs, l'intégralité des tâches qui étaient exécutées était tracée par une impression qui était faite sur des télétypes. Et le log processing, l'analyse des logs, comment on la faisait? Force, pas stabilo à l'époque. À l'époque, on entourait plutôt. Un peu plus tard sont arrivés les stabilos et surtout beaucoup de café. Ensuite, les serveurs se sont complexifiés. Ils sont passés de monotâches, mono-utilisateurs à, pour certains, multitâches, pour d'autres, multi-utilisateurs, et pour arriver finalement à ce qu'on connaît aujourd'hui, des systèmes qui sont massivement multitâches, multi-utilisateurs. Et donc, avec cette multiplication des usages simultanés, on a eu une spécialisation des logs. Sont arrivés les logs de type les logs système, de type syslog, qui tracent tout ce qui se passe au niveau composant logiciel et matériel d'un serveur de type Unix. Je vais rester sur un modèle Unix. Ensuite, on pourrait faire le parallèle au niveau Windows, mais on retrouve les mêmes choses. Ensuite, vous avez les logs de sécurité qui tracent toutes les actions que font les utilisateurs, qu'on peut activer ou non. Ce sont les fichiers de type UTMP ou WTMP sous Unix qui permettent de stocker, de tracer parfaitement qui s'est logué, qu'est-ce qu'il a tapé au clavier, toutes les actions qui sont faites. Et ensuite, vous avez une troisième catégorie qui sont les logs dites applicatives, qui sont les logs que génèrent les logiciels, progiciels ou les développements qu'on fait en interne. Et dans ce cas-là, le format, il est totalement libre et très diversifié. Voilà ça. J'appuie pas jusqu'au bout. Voilà. Ensuite, nous avons des serveurs physiques qui hébergent des partitions, qui hébergent des serveurs virtuels, dans lequel on a des applications qui tournent, qui sont potentiellement exécutées à l'intérieur des JVM. Tout ça, ça fait un empilage de couches de logs différentes, qui ont toutes leur format, leur mode de timestamping. Ça, c'est un premier niveau de complexification. Deuxième niveau, les applicatifs, maintenant, sont de plus en plus répartis sur différents serveurs. Sont une interaction de différentes couches logicielles qui travaillent les uns avec les autres. Donc typiquement, un exemple de très grosse application à PSA, la partie PLM, de la conception véhicule, eh bien c'est plus de 65 serveurs avec 6 couches logicielles sur chaque serveur, ce qui fait que potentiellement, en cas de dysfonctionnement, l'exploitant il doit regarder ce qui se passe dans 200 fichiers de log avec des formats différents. Je vous laisse imaginer très rapidement, c'est un peu ce que j'appellerais une tour de Babel. Donc la problématique, là, intervient le besoin d'outils génériques permettant de centraliser les logs, de les normaliser, et d'après de faire des recherches et de ce que je vais appeler plutôt les exploiter. Voilà. Un exemple là, de type de log où on voit des formats qui sont complètement différents, du multiligne, du monoligne, des formats de date où on est dans le troisième champ, dans le premier champ, hop, ou carrément du multiligne, où le format de date, il est mis carrément en clair à l'américaine. Donc on arrive à avoir des choses qui, si on fait rien, si on fait juste du VI ou de la concaténation de fichiers, on ne peut rien en faire. Donc il y a des solutions pour analyser les logs, il y a beaucoup de solutions payantes, de type Splunk, de type, bon, il y en a beaucoup d'autres, et il y a des solutions open source qui arrivent depuis maintenant quelques années et qui commencent à être, j'allais dire, des solutions gratuites et d'autres open source. La différence étant que l'open source, vous avez aussi accès au code et donc la possibilité d'en faire des évolutions et en général, ça permet d'aller très loin dans les évolutions du produit correspondant à nos besoins qu'on peut faire intégrer par la société d'origine du logiciel et en faire bénéficier l'intégralité de la communauté.
Hop, voilà. Donc, comment Elasticsearch est organisé? On a une première étape. Ce qu'il faut d'abord faire, c'est collecter la log. Donc, on peut la collecter. Là, j'ai mis sans icône. C'est de collecte de type syslog, syslog-ng, qui permet d'envoyer des logs à distance. On a des clients légers au niveau de l'écosystème Elasticsearch qui s'appelle FileBit, TopBit ou PacketBit. C'est des clients très légers qui consomment peu de ressources. Ou le client plus classique que moi j'utilise pour l'instant, j'utilise juste syslog-ng et la partie Logstash. La partie Bit, c'est prévu pour début de l'année prochaine. Logstash, c'est un collecteur de logs qui va permettre de rajouter des métadonnées. Quand j'appelle métadonnées, c'est les données d'environnement de la ligne de log. C'est-à-dire, il va rajouter le serveur sur lequel on l'a connecté, le pass complet, la date à laquelle on l'a collecté et des informations complémentaires qu'on voudra ajouter. Typiquement, le type de la log, ce qui va permettre d'indiquer son format qu'on utilisera une fois qu'elle est centralisée, ou moi je rajoute l'application pour la collecte, l'environnement, savoir si c'est des machines de prod, de pré-prod, de dev, etc., de façon à apporter, on va dire, tous les critères qui sont pertinents pour une exploitation ultérieure. Ensuite, ça, on peut le déployer sur autant de clients. Aujourd'hui, moi, c'est déployé sur à peu près 600 machines et on a 400 équipements pour lesquels on fait du remote syslog, ce qui fait à peu près 1000 machines pour lesquelles aujourd'hui on collecte les logs. 1000 serveurs sur les à peu près 8000 que compte PSA, sans compter les équipements réseau qui pourront aussi être traités. Ensuite, donc là, de façon à se protéger par rapport à la fois au burst. Typiquement, quand un serveur crash, il va être capable potentiellement de gérer 10 000, 100 000 lignes de log en quelques secondes. Et donc, potentiellement, il faut derrière, s'il y en a un, s'il y en a deux, mais s'il y en a 1000 qui ont des comportements, on va dire, très, très lourds, il faut être capable de résister à la charge. C'est le rôle que je fais aujourd'hui jouer à Redis, mais on pourrait utiliser RabbitMQ comme gestionnaire de file d'attente de messages. Redis, c'est une base de données clé-valeur. Mais derrière, vous lui stockez des enregistrements qui sont de type JSON, tels que Logstash les envoie. Il permet tout à fait, on les stocke dans une queue d'attente. Et derrière, Logstash, là, on est en infrastructure centralisée. Aujourd'hui, j'ai une seule infrastructure qui permet de traiter toutes ces logs. Et c'est une infrastructure assez légère. Même si j'ai mis plusieurs machines, c'est aujourd'hui un cluster 8 nœuds. Elasticsearch a la propriété, c'est du stockage un peu big data. Donc on peut démarrer avec un stockage 1 nœud, passer à 2, 4, 8, 16, 20... potentiellement 200, sans avoir besoin de modifier quoi que ce soit en amont ou en aval. C'est la scalabilité du stockage qui permet derrière de traiter en bande passante de manière très importante. Après ce stockage centralisé, qui permet aussi bien de donner une continuité de service de collecte alors qu'on est en train de faire une montée de niveau applicative si c'était nécessaire, parce que la plupart des montées de niveau applicatifs se font ce qu'on appelle un rolling upgrade, c'est-à-dire sans interruption du service, mais quelquefois il peut arriver pour des évolutions majeures du produit. Typiquement, quand on est passé de la 0.9 à la 1, il fallait arrêter tout le cluster et le redémarrer. Et dans ce cas-là, quand on a un point d'entrepôt intermédiaire, on le fait, on arrête, on redémarre une demi-heure après, l'intégralité du service est opérationnelle et on peut reconsommer les messages. Donc là, il y a Logstash, lui, il joue un rôle d'enrichissement. C'est-à-dire, on reprend les métadonnées qui ont été transmises. Grâce à ces métadonnées, si on me dit c'est des logs Apache, c'est des logs MySQL, c'est des logs Oracle, c'est des logs qui viennent d'un F5, qui viennent d'un équipement réseau, c'est du syslog, etc. Grâce à ça, je vais être capable de reconnaître dans chaque ligne de log les différents champs qui sont pertinents. Typiquement, des informations intéressantes sur des logs d'access Apache, c'est avoir l'adresse IP de l'internaute, l'adresse IP du proxy, la date à laquelle le message a été généré, le code retour de la consultation de la page, le délai qui a été mis pour répondre, la volumétrie de la page, etc., plus l'URL en propre, en clair, et toutes ces informations-là sont accessibles. Et donc en les reconnaissant, en les typant, ça va permettre derrière d'en faire des outils de critères de sélection pour exploitation et pour rechercher dans les logs. Voilà. Donc ensuite, Logstash, lui, consomme dans Redis, il envoie dans Elasticsearch, et derrière, ce qui est stocké dans Elasticsearch, qu'est-ce que c'est? C'est un moteur d'indexation full text à la base, qui utilise comme moteur, on va dire, granularité de stockage des blocs de type Lucene, c'est-à-dire qu'il utilise en fait l'indexation qui est la même que celle que Google a développée pour répondre à nos interrogations web.
Voilà. Donc c'est un moteur qui fait donc l'indexation, le stockage réparti, la recherche et la sécurisation de la donnée. On dit en même temps, mes données que je stocke dans Elasticsearch, je veux qu'elles soient répliquées une fois, deux fois, trois fois, ou qu'elles soient découpées en 5 shards. C'est la notion de parallélisme d'écriture de la donnée, de façon à avoir un débit d'écriture qui soit très rapide. Voilà. Et derrière, deux façons de consommer ce qu'on a mis dans Elasticsearch que je vais présenter. C'est soit en mode ligne, dans ce cas-là, c'est des requêtes de type curl. C'est comme si on attaquait un cloud. Et l'autre part, c'est un GUI qui est très souple et modulaire par l'utilisateur, qui est Kibana, qui existe aujourd'hui en deux versions, Kibana 3 et Kibana 4. Kibana 3 apporte une souplesse qui fait qu'on peut vraiment le mettre dans toutes les mains. Kibana 4 est un peu plus technique et trapu, et moi je réserve qu'il y a des utilisateurs avertis. Bon, ensuite, la chronologie d'insertion de tout ça à PSA. Voilà. Premier point, on m'a demandé, fin 2013, il y avait un produit qui s'appelait Elasticsearch, qui servait de manière intégrée dans des développements du monde de la fabrication, qui servait à gérer des logs en multilingue. Ce qui permettait de faire que l'opérateur en France, en Espagne, en Slovaquie, en Russie ou en Chine voit les messages d'exécution dans sa langue, mais derrière, un responsable d'Indus, etc., qui va vouloir consulter en cas de problème qu'est-ce qui s'est passé sur tel site, dans tel applicatif, eh bien lui, il va voir les logs dans sa langue à lui. Voilà. Donc ça, c'est ce qui a été fait en 2011 à PSA, mais c'était intégré dans l'applicatif comme une couche, on va dire comme un outil open source intégré. Derrière, moi, ce qu'on m'a demandé, c'est de voir quelle était la possibilité qu'on avait d'en faire un service d'infrastructure d'entreprise, donc dans un cluster unique, et pas multiplier site par site. Et donc, a été fait un démonstrateur. C'est une copie d'écran de ce démonstrateur. Donc là, on était sur de l'exploitation de log access, avec à la fois, grâce à des requêtes de type GeoIP, une géolocalisation de l'internaute, groupée par pays, une analyse au niveau criticité en fonction des codes, savoir si c'est de l'info, du warning, de l'erreur qui était représenté, et en même temps, quelques indicateurs de type tableau de bord sous forme de camembert pour savoir où on en est actuellement. Et tous les autres panneaux de type textuel servaient de critères de sélection. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans Elasticsearch, toute l'interface sert de critères de sélection. C'est-à-dire que si ici, vous allez sur la map sélectionner la France, l'Allemagne, la Tchéquie, la Pologne, etc., ça va servir de critères de sélection et tout l'écran va se rafraîchir, sans avoir écrit une ligne de code. L'idée, c'est que Logstash, on fait juste de la reconnaissance, donc c'est du grok, c'est des expressions régulières pour reconnaître le format de la log. Derrière, c'est inséré, et votre interface utilisateur, vous avez juste à choisir, je veux un panel, on va dire, de type texte pour telle variable, ou un camembert ou un histogramme. Je veux un diagramme à barre, je veux dire, je veux un histogramme d'évolution qui va me faire un comptage d'événements, ou d'évolution qui va me faire une moyenne ou une somme sur telle caractéristique, tel paramètre, et derrière, ça va me permettre de le voir. Et ensuite, interactivement, on peut sélectionner une zone, il zoome automatiquement, pour aller plus finement. Quand on voit, typiquement, nous, ce qui nous est arrivé, c'est lors du déploiement, un mois après avoir mis ça en place pour la supervision des switches SAN, il y a un audit interne de sécurité qui a eu lieu, et on l'a vu moins d'un quart d'heure après, parce qu'on a vu apparaître un burst de messages de type critique, authentification de failure, etc., qui se passait d'abord sur un équipement, puis sur une série d'équipements, et ça a permis très rapidement, d'identifier qu'il y avait ce problème-là. Par l'adresse IP, on a pu identifier que la cause, c'était toujours le même client IP qui attaquait. Et quand on a regardé au niveau reverse DNS, parce qu'on fait aussi du reverse DNS dedans, on a vu que la machine qui faisait ça, c'était une machine qui s'appelait Kali, avec le suffixe interne PSA. Et Kali, si on regarde au niveau open source, la personne qui a vu ça, c'est un outil typique d'audit de sécurité. Et donc on a pu appeler les gens de la sécurité en disant, on vous a vu, vous perturbez nos matériels, bon, vous pouvez regarder les autres systèmes applicatifs, mais au moins sur l'infrastructure, on a vu ce que vous faisiez. Si vous avez fini, vous arrêtez maintenant parce que ça perturbe. Voilà. Donc ça, c'était le premier démonstrateur que j'ai fait fin 2013. À la suite de ça, ça a été présenté à des responsables, des architectes de différentes BU, et a été décidé le fait de mettre en place 4 démonstrateurs plus spécifiques, parce que là, c'est moi qui l'ai vu
par rapport à ce que moi je voyais de l'outil, j'ai essayé de construire quelque chose. Là, c'était par rapport à leurs besoins. C'était vraiment là un proof of concept pour ces 4 BU sur 2014. Donc là, ça représentait la représentation de type log centralisé, mesure qualité de service et géolocalisation sur le premier démonstrateur. Hop. En 2014, qu'est-ce qu'on a fait? On me demandait d'en faire 4 des pilotes, et bien il n'y en a pas eu 4, il y en a eu 20. Parce que le succès a été rapide à mettre en œuvre et ça fait un peu tache d'huile. Les usages ont été développés. Et donc là, on voit typiquement, là, si on est sur... bon, ça c'est typiquement les éléments et tout peut être sélection. Hein. C'est-à-dire qu'ici, vous sélectionnez, vous allez avoir automatiquement, ça va se zoomer pour vous montrer au niveau de la région, au niveau de la ville, voire carrément au niveau de la rue, directement là où se trouve l'internaute. Voilà. Donc ça, c'était 2014, avec des usages, surtout log centralisé, parce que c'était l'idée qu'on me demandait de développer au départ, mais aussi pas mal de mesures de qualité de service et un petit peu de géolocalisation. Hop, hop, la suite. Voilà. 2015, l'objectif de 2015, au départ, c'était de passer ces 20 pilotes, ces 20 démonstrateurs, en quelque chose en production. Et ben, j'ai oublié une chose. Fin 2014, aussi quelque chose d'important qui a servi d'amplificateur pour 2015, m'a été demandé, vu qu'on changeait de directeur informatique, de faire une présentation au directeur informatique. On lui faisait une synthèse des nouveautés qui avaient été faites, parce qu'il avait été à l'informatique 5 ans auparavant, donc ce qui avait changé pendant 5 ans, et ce que nous on préparait pour l'avenir. Et donc on m'avait dit, tu as 20 minutes, comme aujourd'hui, pour lui présenter le sujet, et 10 minutes avant la présentation, on m'a dit, non, non, tu n'as pas 20 minutes, tu as 4 minutes. Donc en 4 minutes, je lui ai fait une présentation, avec une démonstration, ce que je ne peux pas vous faire là parce que je ne suis pas interconnecté. C'est-à-dire que je lui ai fait une présentation, puis une démonstration. C'était plutôt un scénario publicitaire que je lui ai fait en prenant des use cases de nos utilisateurs PSA, en partant de l'acheteur qui va sur le site web, etc. Et en montrant sur les différentes étapes ou sur les différents, on va dire, composants de l'infrastructure qui sont utilisés par le schéma de l'utilisateur, hein, de la consultation de site web, du déplacement en succursale, du suivi de la fabrication, etc. Toutes les couches qui pouvaient être améliorées et aidées par l'utilisation de cet outil. Donc j'ai eu 4 minutes. À la fin, sa dernière question, c'est « Mais comment ça marche ?» Il a compris le service que ça donnait, mais il voyait ça bluffant sur comment ça pouvait marcher en interne pour être capable de donner le service dans le délai dans lequel on le faisait. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est chaque panel, chaque composant. L'un des objectifs de la société Elasticsearch, c'est qu'une requête ait un temps de réponse moyen de 40 millisecondes. Donc, quand vous avez 10 panels dedans, ça fait 400 millisecondes, ça reste quand même en dessous de la seconde. Ça veut dire un écran qui manipule entre 50 et 200 millions de messages, qui réagit en moins d'une seconde et qui permet comme ça de faire de l'analyse très poussée, très approfondie. Donc en 2015, suite à la présentation qui lui avait été faite en novembre, a été décidé on a fait une présentation en webcast live au niveau de toute l'infrastructure informatique, de façon à montrer l'outil. Et derrière, il y a de nouveaux usages qui ont été déclenchés. On nous a demandé de développer pas mal de choses. Donc là, aujourd'hui, 77 applications, c'est le bilan d'aujourd'hui, suite aux deux dernières demandes qu'on a eues fin semaine dernière. Donc là, on a aujourd'hui un déploiement qui représente, là, c'est à peu près 1000 machines, avec celles qui sont passées en prod, c'est celles de la dernière, et puis ça avance progressivement avec des usages toujours. Là, typiquement, c'est deux présentations, c'est l'effet de bruit de fond. C'est pour dire, là, on a un site web où les gens des études, tels qu'ils ont conçu leur site, eh bien, ils font beaucoup trop de contrôles et ils vérifient. Là, l'exemple que j'ai là, ils doivent vérifier tous les dixièmes de seconde que l'applicatif y répond bien. La seule chose, c'est que cette vérification, elle se fait via les proxys. Et donc, elle charge plus la machine. Donc là, ce que j'ai pu leur démontrer, et depuis, ils ont changé la fréquence de surveillance, parce qu'il faut qu'une fréquence de surveillance soit adaptée au volume de données et à l'activité du serveur que l'on manage. Si derrière, vous vérifiez au dixième de seconde et qu'il y a, on va dire, 1000 fois plus d'événements, parce que là, c'était le cas, 1000 fois plus d'événements de surveillance que d'événements opérationnels au niveau du système, c'est pas la peine. C'est perdre ça veut dire on gaspille de la TPU, de la puissance du serveur, de la puissance réseau,
et derrière on engorge les systèmes. Donc il faut vraiment être surveillé. Ensuite, si la fréquentation augmente, si ce site en question, parce que c'était un site qui était qu'en pré-prod, donc qui n'était pas encore en production, si en prod il a 2 millions de requêtes à la seconde, oui, il faut surveiller de manière serrée, mais ce n'est pas la peine de le faire quand l'activité est beaucoup plus faible. Avec des usages au niveau de l'industriel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fait en 2015 une présentation, non plus au directeur de l'informatique, mais là on sort du domaine de l'informatique, au directeur industriel et logistique de PSA, et avec des use cases qui ont été démontrés sur l'optimisation et l'analyse a posteriori. Là, l'exercice qu'on m'avait demandé, c'est d'analyser la maintenance d'une chaîne de montage de l'usine de Poissy sur l'année 2014 a posteriori. Et j'aurais démontré, en l'espace de 3 minutes, 3 anomalies qui, pour moi, ne méritaient une analyse et une expertise au niveau des métiers. Donc là, l'idée, c'est... là, c'est moi qui l'ai mis en place, mais derrière, c'est un outil qu'on met dans la main des gens des métiers en usine, de façon à faire une première analyse. Ça ne se substitue pas, pour l'instant, à des outils comme BO, comme tout ce qui est la business intelligence. Hein. Mais là où je donne un outil qui permet de faire une recherche toutes les minutes, hein, parce qu'il faut réfléchir, on regarde ce qu'il fait apparaître, là où les outils traditionnels permettaient de faire une recherche en 3-4 heures. Donc là, ça permet de faire un premier niveau où, en l'espace d'une demi-heure, 1 heure, les gens du métier, quand il y a un problème, ou même quand il n'y en a pas, ils regardent ce qui se passe par rapport à leur domaine, et derrière, quand ils détectent des anomalies, ils peuvent lancer sur ces anomalies-là une requête plus approfondie. Là, c'est le statut actuel. Ensuite, on va voir pour 2016 et la suite. Voilà. Donc, avec des use cases qui deviennent complètement différents. Comme je disais, là, c'était la business intelligence de niveau 1. De la métrologie temps réel qu'on a mis en place, du data agrégation, c'est-à-dire qu'on extrait des données qui viennent de différents sites, de différentes bases de données ou différents systèmes internes pour les fusionner, pour en donner une vue commune. Et permettre ensuite d'utiliser l'outil pour, on va dire, chercher, pour driller des données dedans. Et même une utilisation, là c'est sans Elasticsearch, juste avec la partie Logstash. Aujourd'hui, on a un démonstrateur qu'on est en train de faire sur du filtrage de flux, c'est-à-dire sur du flux HTTP qui est reçu, qui est traité par Logstash, et derrière, on mémorise un certain nombre de messages sur des mots-clés, sur des critères particuliers, et on renvoie le message. C'est-à-dire qu'on est juste en interception de flux, on reçoit, on filtre, on stocke, c'est une boîte noire, on génère une sorte de boîte noire, et derrière, on retransmet à l'applicatif. Donc là, c'est des choses que Logstash, là j'en ai parlé pour le log processing, mais c'est vraiment un couteau suisse. C'est-à-dire qu'il a au moins une trentaine de formats de données qui s'est traité en interne, en entrée. Il a à peu près une cinquantaine de filtres. Des filtres, c'est CSV. C'est-à-dire, typiquement, on lui donne des données qui sont du CSV, il va automatiquement, on lui donne les colonnes, on n'a pas besoin de faire de pattern de recognition ou quoi que ce soit. Automatiquement, les clés et les valeurs vont être associées. Il a des filtres en sortie. Typiquement, là, c'est un des points que soulevait la personne d'Air France derrière. Il a des filtres de sortie qui sont typiquement Nagios. C'est-à-dire qu'il serait capable de renvoyer des données vers Nagios, vers du mail, pour envoyer des données aujourd'hui vers Elasticsearch. Mais et en plus, la cerise sur le gâteau, c'est que ces filtres en entrée, en sortie et en traitement sont... vu que le système est en open source, on peut les créer directement nous-mêmes. C'est-à-dire que l'utilisateur, l'entreprise, peut développer ses propres plugins pour s'interconnecter avec Logstash et être généré là-dedans. Et si les plugins sont pertinents, ensuite les reverser à la communauté, ce qui serait tout à fait intéressant. Voilà. Donc là, c'était pour le passé. Le futur, les perspectives. C'est systématisation des usages qui ont été démontrés en 2015. C'est-à-dire qu'en 2015, là, j'ai 77 applications qui concernent 1000 équipements PSA. Des équipements PSA, juste serveurs, il y en a 8000. On rajoute les équipements réseau, les équipements en usine, qui pourraient être les robots, les systèmes qui approvisionnent la logistique. Il y aura des IoT qui vont arriver dans les usines, typiquement les perceuses, vont être des perceuses Wi-Fi, des choses comme ça qui vont pouvoir arriver. Eh bien, l'idée, c'est de superviser tout le matériel de l'usine, du centre de production, y compris la température, l'hygrométrie, etc., de façon à voir si, potentiellement, des problèmes qu'on rencontre
en peinture ne serait pas une conséquence de l'hygrométrie qu'il y a dans l'usine, de la température, ou des exemples qui ont été donnés, du sens du vent hors de l'usine, parce que ça arrive une fois tous les 5 à 8 ans, par exemple, et bien que telle graine est portée par un vent de sud-sud-est, qui arrive dans l'usine par les insertions et les filtres d'air qui n'étaient pas nettoyés au niveau qu'il fallait, et vous avez un défaut de production qui arrive une fois tous les 10 ans et qu'on n'arrive pas à analyser. Parce qu'on dit, non, les 200 paramètres qu'on suit, ils n'ont pas bougé, ils sont corrects. Et bien pourtant, le problème, c'est qu'il y a des paramètres autres. Donc l'idée, c'est de prendre et de stocker dans le système tous les paramètres qu'on est capable de capter, même s'ils ne paraissent pas pertinents au départ. Parce que dans les cas où on n'arrive pas à résoudre le problème, c'est que peut-être, en fait, on n'a pas assez de paramètres. C'est qu'on croit qu'on a déjà tous les paramètres et qu'on essaie de retrouver de quelle manière ils s'agrègent, parce que typiquement la peinture, c'est 200 paramètres au niveau réglage. Et peut-être qu'en fait, sur les 200, il en manque une dizaine. Et une dizaine qui sont juste à côté, mais qui aujourd'hui sont dans des systèmes cloisonnés. Typiquement, la température, c'est la GTC qui gère ça. Mais derrière, ça peut être la consommation d'huile d'un automate. Parce qu'aujourd'hui, on vérifie son fonctionnement, ses messages, mais peut-être que la façon dont il consomme l'huile est un signe avant-coureur d'une dégradation et d'une panne qui va arriver. Et l'idée, c'est, avec Elasticsearch, de capter de plus en plus de données pour derrière voir s'il y a des choses qu'on peut mettre en parallèle et des coïncidences qu'on peut faire apparaître. Et ensuite, une fois la coïncidence constatée, faut aller vers les gens du métier pour dire est-ce que c'est vraiment pertinent, est-ce qu'on peut les isoler, est-ce qu'on peut déjà faire changer ce paramètre et voir si le problème disparaît. L'interconnexion, l'utilisation pour les logs de la sécurité, aujourd'hui c'était que pour les logs applicatifs que je travaillais. Là on se rend compte que des outils comme Splunk, sur beaucoup de leurs usages, peuvent être concurrencés par Elasticsearch. À moi de vérifier sur 2016 si on peut tout faire ou pas. Sachant que dans Splunk, en général, on fait pas mal de développement autour. Aujourd'hui, dans Elasticsearch, tout ce que j'ai fait, on l'a fait sans développement. Ensuite, on peut faire du développement. Comme je dis, on peut faire des requêtes de type curl pour aller chercher de la donnée, faire des traitements, faire de la corrélation et réinjecter dedans, faire de la prédiction. Typiquement, il y a un nouveau module qui arrive, qui est Watcher au niveau d'Elasticsearch, qui permet de faire de la prédiction, qui permet de déclencher des tâches à des instants donnés. Typiquement, ça c'est un des besoins qui était reproché dans Elasticsearch par pas mal de mes utilisateurs. Ils ont l'habitude d'avoir leur rapport à 8 h du matin dans leur boîte aux lettres quand ils arrivent. Et Elasticsearch, je leur dis non, c'est des données en live. Vous vous connectez, vous voyez les données. C'est-à-dire que si vous vous connectez à 10 h, vous avez les données fraîches jusqu'à 10 h. Vous n'avez pas les données telles qu'elles étaient à 8 h du matin. Avec Watcher, je vais être capable de leur générer un dashboard, une copie d'écran qui sera dans leur boîte aux lettres le matin quand ils arrivent. Et ils seront satisfaits. Même si pour moi c'est moins pertinent. Ensuite, ce que j'essaie de les pousser à dire, c'est vous ne satisfaisez pas votre photo le matin, ça dit que ça se passait bien. Et 2 heures après, s'il y a eu des évolutions, le mieux c'est de suivre des données live. Donc, rajoute des traitements pour la sécurité, indexation, recherche documentaire, l'interconnexion Big Data. Aujourd'hui, on se sert déjà d'Elasticsearch pour faire de la métrologie de certains l'activité Streams dans le Big Data PSA, qui sert pour les véhicules connectés. L'idée, c'est d'aller l'interconnecter pour toutes les couches. Elasticsearch s'interconnecte avec Hive, Pig, les différentes couches qu'il y a dans le Big Data, pour derrière non seulement traiter les logs de ces activités-là, mais permettre d'interroger via Kibana les données qui sont stockées dans le Big Data pour en faire toutes les recherches nécessaires. Métrologie beaucoup plus en temps réel, oui, parce que cette année, on est passé d'une métrologie à 10 minutes des systèmes informatiques à la minute. Moi, mon idée, c'est que quand on a des systèmes qui fonctionnent au gigahertz, c'est-à-dire qui est capable de faire plusieurs millions d'opérations à la seconde, je veux au minimum une métrologie à la seconde. Parce que si je fais une métrologie tous les millions d'opérations, on peut rater des pics de saturation qui vont se passer pendant 5 secondes, 15 secondes et qui vont être critiques parce que potentiellement, soit on va perdre des données si la chaîne a mal été prévue, soit on a un service qui va hanguer, qui va rester bloqué, soit le 100% a duré pas longtemps, mais peut-être que ses conséquences sont beaucoup plus longues. Voilà. Et le dernier point, sauf que j'arrive pas à y aller, voilà. Une forte croissance. Aujourd'hui, je pense passer de 800 à 8000 clients. Aujourd'hui, j'ai à peu près 1 milliard de messages dans mon système.
qui est un cluster 8 nœuds, dont j'estime la capacité telle que je l'ai aujourd'hui jusqu'à 3 millions de nœuds, 3 milliards de nœuds. Ouais, on est à 1 million, 1 milliard, on va passer à 3 milliards de nœuds sans aucun problème. Ensuite, je serai contraint de rajouter du stockage et puis plus tard de rajouter des nœuds. Et je pense que le besoin PSA, c'est d'à peu près 3 milliards de messages par jour. 3 milliards de messages par jour. En fonction de la durée, certains messages, on va les garder une semaine, d'autres 15 jours, d'autres un mois. Il y a d'autres informations aujourd'hui qu'on me demande déjà pendant 18 mois. Mais heureusement, c'est une applicative qui a que 5000 messages par jour. Mais les 18 mois, là, je le rassure, il n'y a pas de problème. Mais derrière, je pense que je serai amené à avoir à peu près 40 milliards de messages stockés dans un, mais peut-être plus de clusters. Parce que je pense que le besoin, il sera plutôt de dédoubler, parce que c'est des besoins bien séparés. Avoir un cluster pour la sécurité, un ou plusieurs pour les logs applicatifs, sachant que quand vous avez des zones réseau, style SGP, des zones grand public, intranet, etc., eh bien, il est mieux de ne pas saturer les diodes de communication en ayant un cluster de stockage dans chacune de ces zones. Aujourd'hui, j'en avais pas encore le besoin. Je suis en train de mettre en place ces premiers clusters dédiés pour la partie SGP. Et un pour la métrologie, parce qu'aujourd'hui, on fait la métrologie dans ce système que pour la partie critique temps réel. Mon idée, c'est que progressivement, remplacer l'infrastructure qu'on a développée en interne par une solution là qui est maintenue en externe, sur laquelle aujourd'hui j'utilise sans développement. Donc si j'utilise sans développement, ça veut dire que à part des nouveaux formats de données qui me sont envoyés, je n'ai pas de charge de maintenance dessus. J'ai juste à surveiller que le cluster il marche bien et il est très stable, mais je n'ai pas de problème de scalabilité. Aujourd'hui, les gens qui s'occupent de la métrologie sont sur un cluster de nœuds. Derrière, c'est du clustering traditionnel. Là, c'est du clustering applicatif. C'est-à-dire je passe de 1, 2, 4, 8, 20 ou 200 nœuds sans rien changer. J'interconnecte, je dis au nouveau serveur, ton cluster, il a tel nom, les machines qui ont le droit d'authentifier, c'est celle-ci et celle-là, le système y rentre, automatiquement Elasticsearch va répartir les blocs sur les nouveaux nœuds de façon à, on va dire, améliorer la sécurité d'une part et améliorer la bande passante, la capacité de recherche. C'est la dernière dia, donc vous pouvez poser des questions. C'est plus pour la partie recherche ou pour la partie collecte. Parce que le problème, c'est que... Il y a les deux. Aujourd'hui, on a déjà fait une première étape. C'est-à-dire que j'utilise les scripts de collecte de la métrologie traditionnelle, mais qui ne sont plus exécutés en cron tab, qui sont déclenchés par Logstash à fréquence régulière. Et les résultats de ces exécutions, là j'utilise le module exec de Logstash, le résultat de l'exécution est considéré comme un flux de données qu'il injecte directement en temps réel. Et derrière, de façon à ne pas faire de rupture, ces données-là sont mises dans Elasticsearch, présentées via Kibana, mais le système de métrologie traditionnel va faire des requêtes une fois par jour pour aller collecter les données que j'ai dans Elasticsearch, pour les mettre aujourd'hui dans leur système traditionnel, pour garantir, disons, pour éviter qu'on collecte deux fois la même donnée, pour deux usages différents. L'idée, c'est vraiment, la donnée, on la collecte une fois, et si on a besoin de différents endroits, ensuite on la fait répartir. Oui. Il y a un volume de données qui est assez phénoménal. Oui, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'Elasticsearch, aujourd'hui, je le fais en interne. Ensuite, il y a possibilité de le stocker en externe. Ils ont un service dans le cloud qui s'appelle Found, mais qui existe maintenant, qui a été annoncé il y a 2 semaines lors de leur roadmap, qui va exister en on-premise, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir du cloud sur dans des containers Docker, mais qui est vu, vous voyez ça comme du cloud, sauf qu'il est chez vous. Pour régler le problème du gros flux qui sort, tout à fait. Mais sachant qu'aujourd'hui, moi, je n'ai pas fait le choix du cloud à l'extérieur, parce que bon, tout informaticien sait ce qu'on peut faire sur des données qui sont chez vous. Moi, à partir du moment où j'héberge les données, on peut tout voir dedans. Donc, si vous avez des données sensibles, il ne faut surtout pas les mettre dehors. Il n'y a pas photo. J'ai une autre question concernant la corrélation de données pour conduire les recherches. Oui. Oui. Comment ça se passe actuellement? Aujourd'hui, qui détermine des corrélations de façon entre guillemets automatique ou c'est de l'expertise
Aujourd'hui, le stade actuel, 2015, fin 2015, c'est de l'expertise, parce qu'on est en train de démontrer des use cases. L'expertise a déjà permis, je ne sais plus sur quelle usine, on m'a dit ça hier, qu'ils avaient déjà démontré, via l'outil, ils ont constaté via l'outil 15 cas de maintenance qui n'étaient pas adéquates, et derrière qu'ils vont mettre en œuvre. L'idée derrière, c'est ensuite, soit par un développement, comme je dis, pour aujourd'hui, j'en suis à 0 développement, par des développements, ou plutôt par l'utilisation de Kibana 4, qui arrive, que je ne connais pas assez pour l'instant, et l'utilisation de Watcher, on peut faire ce qui s'appelle des pipeline aggregation. C'est-à-dire que tu peux, derrière, on agrège des données, qui permettent de faire des groupes, etc. Et les résultats peuvent derrière servir soit de déclencheurs, soit pour refaire d'autres agrégations, d'autres déclencheurs, etc. Donc on peut enchaîner les traitements pour faire, et dedans il y a aussi un module de prédictif. Mais là pour l'instant j'ai une connaissance papier, c'est ce qui est prévu pour janvier-février. Sinon aujourd'hui ce qu'on fait c'est que les données là, on les recollecte pour essayer de les traiter dans SPSS. Voilà. Aujourd'hui c'est SPSS. Demain, l'idée, c'est de rester uniforme dans l'infrastructure, dans l'écosystème Elasticsearch. Est-ce qu'il n'y a pas eu de... Enfin, au niveau des utilisateurs, est-ce que ça a été à peu près réussi au sens l'utilisation de Kibana, que ce soit 3 ou 4, elle n'est pas forcément facile. La 3 est très facile. La 4, pour l'instant, je ne l'ai pas mis en main des utilisateurs. Je l'ai mis en main que pour 2 démonstrateurs, 2 applications, c'est les 77. Et sur des gens qui maintenant sont à l'aise, même s'ils reviennent encore me voir, parce qu'hier, typiquement, on est venu me voir en me signalant une anomalie, parce que la courbe, si on était sur une échelle de temps d'1 heure, de 4 heures ou d'une demi-heure, il y avait des choses complètement bizarres qu'ils voyaient. Sauf que quand ils passaient à une demi-heure, l'unité d'agrégation qu'ils utilisaient était 30 secondes pour des données qui sont collectées une fois par minute. On fait apparaître, quand on regarde en dessous des atomes, on voit apparaître des choses complètement anormales. Mais ça, il faut le savoir, et il faut s'interdire, surtout, le message que j'ai dit, c'est si vous collectez les données à la minute, ne regardez pas en dessous de la minute. C'est des choses... Mais Kibana 4, c'est pour ça que pour l'instant, aujourd'hui, la démarche est relativement complexe. Kibana 3, je l'ai présenté en général, pour des utilisateurs, je le présente en 1 heure, sur leurs données. C'est-à-dire, ce que je fais, c'est que pour des premiers jeux de données, je fais une première présentation, je leur montre comment le modifier, et derrière, ils sont autonomes pour le faire. C'est-à-dire qu'en 1 heure, c'est suffisant. On a rajouté un e-learning de façon à être capable que je ne sois pas présent pour leur expliquer à chaque fois. C'est-à-dire qu'ils soient tout seuls et que je n'intervienne qu'après, en cas de problème ou en cas de question particulière, mais de façon à avoir une vitesse de déploiement qui soit améliorée. Non, il n'y a aucun problème là-dessus. Oui ? Est-ce que vous avez regardé mon ASCA? Non. Disons, là, l'outil, la question ne m'a pas été posée de faire une étude des solutions concurrentes. On avait un produit gratuit autour de produits qui étaient payants qu'on avait à l'intérieur de PSA, parce que la partie Big Data, on a aussi IBM Big Insight, HP Idol et Splunk pour traiter ces données-là. Ces 3 produits sont payants, sont à licence relativement chère. Elasticsearch ne l'est pas. Donc l'idée pour PSA, c'est d'essayer plutôt de rentabiliser la solution la moins chère, quitte à peut-être plus tard, voire pour en arrêter certaines, pour diminuer les coûts. Mon ASCA, c'est la partie monitoring blanc OpenStack. C'est aussi une solution. S'appuie, ils utilisent Elasticsearch et Logstash. C'est la partie Kibana, en fait, qui est plus remise en cause avec... Oui, mais aujourd'hui, ce qu'on envisageait plus, c'est faire un pont. C'est à utiliser dans OpenStack la collecte, qui n'est pas fait par Logstash, qui est fait par un autre composant. Oui. Et pour ensuite les renvoyer dans Elasticsearch. Notre objectif, c'est de sortir ça, parce qu'il y a quelqu'un dans le bureau juste à côté du mien, qui travaille sur la partie OpenStack, et on a vu qu'ils utilisaient ça. Et en fonction ensuite de la distribution OpenStack que vous utilisez, que ce soit celle d'HP ou d'autres, les composants pour la métrologie ne sont pas tout à fait les mêmes. Je sais qu'il y a une des solutions qu'on avait regardées, je ne sais plus si c'est celle de Suze, utiliser Logstash comme collecteur de log. Tous ils utilisaient Elasticsearch pour la visualisation. Nous, l'idée, c'est on sort et on en fait un service d'infrastructure. Suivant. Oui. Moi, j'ai une question pour vous. Sinon, oui, pour tous. S'il y a d'autres questions, même après, je m'appelle Alexandre Fricker. Je suis soit joignable via LinkedIn, Alexandre Fricker à PSA, ou sinon c'est alexandre.fricker@mpsa.com, M comme messagerie PSA. Je voulais vous demander quel était votre retour sur Elasticsearch, parce qu'en fait, je vois que vous êtes... Zéro problème. Stabilité, j'ai eu... En termes d'expérience
Parce que j'ai l'impression que vous maîtrisez super le produit, vous êtes vachement... Je l'ai découvert en 2013, hein, donc il y a tout juste 2 ans. D'accord. Et du coup, vous avez été formé chez eux, vous avez appris J'ai ça- suivi au bout d'un an, parce que chez PSA, quelquefois les formations c'est compliqué, une formation de 2 jours qui m'a pas servi, disons qui m'a servi en compréhension, mais qui me servira plutôt l'année prochaine, parce que la formation telle qu'il la dispense, c'est plus par rapport au requêtage, l'amélioration sur la partie moteur de recherche et moteur d'indexation full text. Bon là j'étais plus sur la partie log enrichi. Le full text aujourd'hui c'est quelque chose qu'on est en train de démarrer pour certaines applications web métiers. D'accord. Et est-ce que la presse, on peut la retrouver quelque part après? Je peux la mettre sous, je ne sais pas si là elle sera, mais sinon moi en général je les mets sous SlideShare ou sous, j'en ai déjà une de présenter, parce que je suis déjà intervenu 2 fois. Elasticsearch, il faut savoir, ils font ce qu'ils appellent des meet-up. À Paris, il y en a assez régulièrement, à peu près tous les mois. Moi j'interviens à peu près 1 fois par an. Et là cette année je suis intervenu au niveau de leur roadmap qui était là, il y a 2 semaines. L'outil à PSA, on n'a pas fini je pense de l'utiliser. L'outil il est vraiment très simple. Comme je dis, j'ai eu un souci au tout début, au bout d'un mois, parce que bêtement, un cluster applicatif, j'avais fait un cluster de 2 nœuds et j'ai eu des problèmes réseau, donc j'ai eu un split brain, mais avec les bons paramètres, ça ne peut plus jamais arriver. Et il permet ce qu'on appelle des running upgrades, c'est-à-dire qu'il fait des upgrades à chaud, même des versions assez lourdes. Actuellement, là, je suis passé d'une 1.4.5 à 1.7.2 sans arrêt de service utilisateur, donc ça c'est pratique. On va s'arrêter là. Pas de souci, Merci. pas de problème, je peux pas regarder. Non.